Voilà, bonjour à tous. Je vous remercie de suivre ce webinaire qui a été organisé dans le cadre de la coopération entre la Fédération professionnelle du drone civil, la FPDC, donc l'UNEPAT, l'Union nationale des exploitants et des professionnels de l'aéronautique télépilotée, et la FDAG, la Fédération Drone Antilles-Guyane. Le webinaire aujourd'hui concerne la sécurité des vols. Il est présenté par Francine Coulet, qui va se présenter à nous et qui va vous expliquer ce qu'est la sécurité des vols. Ce webinaire est réenregistré suite à un problème technique lors de sa parution en direct de vendredi dernier. Francine et moi-même avons souhaité vous le réenregistrer pour que ce soit plus dynamique plutôt que d'avoir simplement des slides à lire. Voilà. Merci. Francine, c'est à toi. Bonjour à tous, merci pour ce temps de parole et de présentation d'un sujet important. C'est le sujet de la sécurité des vols, mais avec un filtre spécifique au travers de la préparation de la mission. D'autres approches telles que préparation machine, environnement des vols, FOH, les facteurs organisationnels et humains feront l'objet d'autres présentations. Depuis le début de cette implication dans le monde des aéronefs sans équipage, non habités, et l'idée de partager des compétences au service de la sécurité des vols me taraude. C'est une première en ligne. Après un rappel du contexte réglementaire, des principes de sécurité des vols vous seront proposés. Nous évoquerons bien sûr l'intégration future des drones dans l'espace aérien à l'aide d'outils de préparation des vols. Nous aborderons la gestion du risque d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue opérationnel. Afin d'impliquer les opérateurs dans une démarche sécurité de culture juste, la DGAC a mis en ligne des documents. Quelles sont les responsabilités des opérateurs? Quelles sont les sanctions encourues en cas de déviation volontaire au règlement? Puis, place aux questions. L'utilisation en extérieur d'engins volants, même lorsqu'ils sont de petite taille, qu'ils ne transportent personne à leur bord et qu'ils sont utilisés à basse hauteur, est considérée comme une activité aérienne et relève donc de la réglementation applicable à l'aviation civile. Le cadre réglementaire européen repose essentiellement sur 3 textes. Le règlement UE 1139 de 2018, qu'on appelle le nouveau règlement de base, il confère à l'AESA la compétence de la réglementation qui était auparavant limitée aux UAS de plus de 150 kg. Le règlement délégué 2019-945 relatif au système d'aéronefs sans équipage à bord et le règlement UE 2019-947 concerne les règles et procédures. Le règlement UE 2018-1139 précise « Étant donné que les aéronefs sans équipage à bord côtoient les aéronefs avec équipage à l'intérieur de l'espace aérien, il convient que le présent règlement s'applique également aux aéronefs sans équipage à bord, indépendamment de leur masse en opération. » Le règlement UE 2019-947 insiste sur la nécessité de compléter la mise en œuvre des 3 fondements visant à garantir la sécurité des exploitations UAS, à savoir l'immatriculation ou l'enregistrement, la géovigilance et l'identification à distance. Le règlement UE 2021-66 du 22 avril 2021, applicable à partir du 26 janvier 2023, considère le risque des évolutions d'aéronefs avec équipage à bord ne bénéficiant pas de services de contrôle de la circulation aérienne, aux côtés d'UAS dans l'espace aérien EU Space. Dès à présent, il apparaît donc que la réglementation a pour objectif de protéger les personnes au sol
contre les chutes d'aéronefs sans équipage à bord et de protéger les autres usagers du ciel en évitant les abordages, c'est-à-dire les collisions en vol entre deux aéronefs. Ainsi, des principes de base doivent être connus de tous et appliqués pour un usage en toute sécurité des aéronefs sans équipage à bord. De ces principes découlent les principales règles d'utilisation. En respectant les principes de base, se former, maintenir ses compétences, respecter les hauteurs maximales de vol, respecter les restrictions et les consignes, s'interdire le survol de personnes, quand bien même la réglementation l'y autorise, donner la priorité aux aéronefs habités, respecter la vie privée d'autrui, s'abstenir en cas de doute, surtout s'il n'est pas levé, eh bien, dans ce cas, vous agissez en opérateur sûr que votre activité soit à caractère professionnel ou privé. Le principal événement redouté lié à l'intégration des drones dans l'espace aérien est la collision en vol. Abordage est le terme précis, avec un aéronef avec équipage à bord. Les conséquences potentielles d'une telle collision ont été étudiées par plusieurs organisations. Les conséquences d'une collision avec un drone sont bien plus sévères pour un aéronef léger ou un hélicoptère que pour un avion de ligne. Les conséquences de l'ingestion d'un drone par les moteurs ne sont cependant pas encore vraiment connues. L'élément de structure le plus sensible à une collision est le plan horizontal arrière, en raison de l'impact sur la stabilité verticale. À masse équivalente, la collision avec un drone provoque des dommages significativement plus importants qu'une collision aviaire. Ceci est en grande partie dû aux composants les plus denses du drone, comme les batteries. Voici, je vous ai trouvé une petite vidéo dont j'ai pris 2 photos, qui retrace en fait l'impact d'un drone lors d'une approche en courte finale d'un aéronef avec passagers à bord. Et l'un des passagers a eu la possibilité de filmer cet accident. C'est clair, l'impact a eu lieu. La sévérité d'une collision, d'un impact et le risque d'incendie dépendent de la masse, de la forme, de la densité et de la structure du drone. Elle diminue fortement avec la vitesse relative des 2 mobiles. Le risque est plus élevé avec des drones plus lourds entrant en collision avec des avions plus rapides. La limitation de la plupart des opérations de drones à une hauteur maximale de 120 mètres, combinée avec les zones de restriction de vol à proximité des aérodromes, des plateformes ULM et des aires d'atterrissage, est une solution permettant d'assurer une forme de ségrégation légère entre les drones et l'aéronautique habitée. L'espace aérien est une ressource publique et partagée, gérée par l'État. Il est déjà fortement contraint par les utilisations civiles et militaires existantes. L'arrivée des drones, donc, vient complexifier davantage une situation déjà tendue. La DGAC fait aujourd'hui le choix de séparer les activités drones les plus risquées pour le trafic environnant en créant des zones réglementées, permanentes ou temporaires. Cette stratégie est garante d'un niveau satisfaisant de sécurité, mais soulève d'autres questions.
L'arrêt des opérations de drone pour permettre le passage d'un aéronef habité ne pose pas de problème dans la plupart des cas. Cependant, les télépilotes n'utilisent pas les fréquences aéronautiques et ne peuvent pas être tenus informés de ces opérations en temps réel. La prévention des collisions entre les drones et les aéronefs habités demeure donc un enjeu majeur. Le développement de la filière drone a naturellement suscité la création de nouveaux services visant à faciliter leur intégration dans l'espace aérien. Plusieurs initiatives nationales ont visé à expérimenter ces nouveaux services. L'enregistrement et l'identification des drones, la préparation des vols, la coordination avec les différents acteurs de l'aérien. En France, la DGAC a développé plusieurs outils pour assister les télépilotes, en particulier pour accompagner l'activité de loisirs dans la préparation de leur vol et les informer de leurs droits et obligations. Ces outils constituent une première étape de la construction de ces nouveaux services, dits U-Space. U-Space est la vision européenne du concept international UTM pour UAS Traffic Management. U-Space est défini comme étant un ensemble de nouveaux services et de procédures spécifiques conçus pour permettre l'accès à l'espace aérien à un grand nombre de drones, tout en respectant les exigences de sécurité, de sûreté et d'efficacité. Ces services s'appuient sur un haut niveau d'automatisation de fonctions numériques, que celles-ci soient basées sur le drone lui-même ou sur des infrastructures au sol. Un petit rappel important pour bien clarifier la notion de sécurité et sûreté. La sécurité désigne les moyens humains, techniques et organisationnels de prévention et d'intervention contre les risques à caractère accidentel. La sûreté, quant à elle, désigne l'ensemble des moyens dédiés à la prévention des actes de malveillance. Ces actes, par définition volontaires, ont pour finalité le profit et ou l'intention de nuire. Une bonne préparation de la mission passe par une évaluation du risque opérationnel, en tenant compte de la mise en danger potentielle des tiers ou des biens au sol, du risque de collision avec d'autres aéronefs et de la nature et de la complexité de l'exploitation d'un UAS. Il est essentiel de se poser la question de l'atténuation de ces risques pour que l'exploitation puisse se faire en toute sécurité. L'environnement opérationnel et la zone géographique de l'exploitation envisagée, et plus particulièrement la population survolée, l'orographie, les types d'espaces aériens, le volume d'espace aérien, où l'exploitation, bien sûr, a lieu, le volume d'espace aérien à définir comme zone tampon pour la prévention des risques, les exigences opérationnelles relatives aux zones géographiques, la nature de l'exploitation. Tous ces éléments sont essentiels et doivent être pris en compte. La complexité de l'exploitation devra être mise en balance avec les caractéristiques techniques de l'UAS et les compétences du personnel pour minimiser les risques associés. Le règlement UE 2019-947 précise la nécessité de procéder à une évaluation du risque opérationnel assurant un niveau de sécurité cible équivalent au niveau de sécurité de l'aviation avec équipage, comprenant un certain nombre d'éléments cités dans le dit règlement. La robustesse des mesures d'atténuation proposées est évaluée afin de déterminer si elles sont proportionnées aux objectifs de sécurité et aux risques de l'exploitation envisagée, notamment pour garantir la sécurité à chaque étape de l'exploitation. L'exploitation d'un drone de 47 kg en mission d'épandage sur une parcelle à titre expérimental
nécessite l'étude de nombreuses données et la satisfaction de plusieurs contraintes. Plusieurs opérateurs privés se sont ainsi positionnés sur ce nouveau marché en développant et proposant des services innovants au bénéfice des exploitants de drones. Donc, oui, juste une chose à préciser, il y a eu plusieurs effectivement webinaires précédemment qui ont été mis à disposition sur différents sites de la FPDC, de l'UNEPAT ou de la FDAG, voire sur d'autres plateformes. Le webinaire concernant les assurances ayant été malheureusement impossible à réaliser, il sera présenté le 30 juillet, vendredi 30 juillet, aux mêmes heures. Donc, on vous sera informé prochainement de ce nouveau webinaire sur les assurances. Vas-y, excuse-moi Francine, à toi. Je t'en prie. Le projet GeoCaging développe une solution fiable et indépendante de confinement du drone dans sa zone d'opération. Le géorepérage est une fonction d'un logiciel de géolocalisation qui permet de surveiller à distance la position et le déplacement d'un objet et de prendre des mesures si la position ou le déplacement s'écarte de certaines valeurs fixées par avance. La géovigilance, c'est une fonction qui détecte une violation potentielle des limites de l'espace aérien et en alerte les pilotes à distance, afin que ces derniers, bien sûr, puissent agir de manière immédiate et efficace pour éviter cette violation. En fait, le geocaching correspond au confinement du drone à l'intérieur d'une cage, alors que le geofencing est l'organisation de barrières pour protéger les zones concernées. Il m'est arrivé de former récemment un monsieur sourd de naissance et il m'a fallu user d'une stratégie nouvelle et développer des dessins, des croquis. Donc, j'ai trouvé que cette représentation était intéressante même pour les personnes entendant très bien le discours. Il incombe aux télépilotes de procéder aux vérifications de sécurité lors de la visite prévol et notamment la programmation des barrières virtuelles. La mise en place des barrières virtuelles, qu'elles proviennent des opérateurs ou des gestionnaires de l'espace aérien, n'est pas suffisante. Face à la complexité croissante des opérations UAS, il est nécessaire de faire appel à des applications de préparation des vols, une véritable aide au service de la sécurité, tout en gardant à l'esprit que l'exploitant reste responsable des données transmises aux prestataires assurant la préparation des vols. La consultation des NOTAM est grandement facilitée en utilisant une application proposée par un prestataire de service. Quelquefois, ils sont très faciles à lire et à trouver. Dans d'autres cas, il est plus délicat d'exploiter les informations NOTAM. Le télépilote débutant non familiarisé avec la consultation des cartes et compléments aéronautiques pourra ainsi trouver une aide utile. Bref, les outils proposés se révèlent être une aide précieuse à la préparation de la mission drone. Il y a même une application qui intègre les données météo avec un maillage opérationnel complémentaire aux informations fournies par les TAFs et METAR des aérodromes pour être encore au plus près de la mission. Un rappel important. L'exploitant reste responsable de sa préparation du vol. Il doit notamment s'assurer avant tout vol que le vol est compatible avec les conditions décrites dans son annexe. C'est l'occasion d'ailleurs de revisiter le MANEX et de le mettre à jour. Mais si, malgré une bonne préparation des vols, une attitude sûre, un matériel éprouvé et fiable, une météo favorable, il arrivait un accident ou un incident, que devrais-je faire?
Bien sûr, après avoir géré la situation, procédé aux actions immédiates pour sécuriser la zone, prévenu les secours, le cas échéant, récupérer toutes les informations pertinentes à l'analyse de l'événement, eh bien, il me faudra notifier l'incident auprès de la DGAC et ou du constructeur. Un formulaire de compte-rendu d'événements en exploitation est disponible sur le site de la DGAC. L'amélioration de la qualité et de la sécurité des opérations de drone civil repose fortement sur l'implication des opérateurs, des exploitants et des constructeurs, à la suite d'accidents ou d'incidents ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité. Une précision, incident. Incident grave. Qu'est-ce qu'un incident? Un incident, c'est une définition qui se trouve dans une annexe de l'OACI, une définition très précise. Un incident est un événement autre qu'un accident lié à l'utilisation d'un aéronef qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation. L'incident grave a été défini comme étant un incident dont les circonstances indiquent qu'il y a eu une forte probabilité d'accident, qui est lié à l'utilisation d'un aéronef et qui, dans le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté. Une note dans cette définition que j'ai trouvée dans l'annexe. La différence entre un accident et un incident grave ne réside que dans le résultat. En effet, l'accident est défini comme un événement lié à l'utilisation d'un aéronef au cours duquel une personne est mortellement ou grièvement blessée, ou l'aéronef subit des dommages structurels ou a disparu. À seule fin d'uniformiser les statistiques, l'OACI considère comme une blessure mortelle toute blessure entraînant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de l'accident. Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin sans que l'épave ait été repérée. Le Bureau d'enquête-analyse pour la sécurité de l'aviation civile est l'autorité française responsable des enquêtes de sécurité pour les accidents et incidents graves, impliquant des aéronefs civils. Le Bureau enquête-analyse et d'analyse, plus exactement, est chargé d'enquêter lorsque l'événement a lieu en France ou dans les eaux internationales et qu'il implique un aéronef français. Les rapports du BEA sont rendus publics. Le premier, d'ailleurs, concernant un drone, a été rendu public au printemps dernier et vous pouvez le trouver sur le site officiel du Bureau d'enquête et d'analyse. J'ai répété, je l'ai déjà dit, A pour analyse et non pas pour accident. Très souvent, on voit dans des écrits Bureau enquête accident, non, c'est bien analyse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enquêtes du BEA ont pour unique objectif l'amélioration de la sécurité aérienne et ne visent nullement la détermination des fautes ou responsabilités. Il est important de préciser à présent que la notification des incidents repose sur les principes de la culture juste et la protection des déclarants. Le guide disponible sur le site de la DGAC accompagne l'opérateur dans la rédaction de l'événement. Le risque de se retrancher derrière la possibilité de se confesser, entre guillemets, auprès de la DGAC est grand. Il incombe aux opérateurs et aux exploitants de bien connaître les responsabilités de celui qui porte les galons, en quelque sorte, celui qui signe et valide la mission in fine, quand bien même ce sont les opérations qui ont préparé le vol,
Le télépilote, ne l'oublions pas, a le pouvoir de dire non en dernier ressort lorsqu'il juge que les conditions ne sont pas satisfaites pour exploiter son drone en toute sécurité. Extrait du guide des sacs. Le télépilote en charge de la mission est impliqué pleinement dans la préparation du vol. Une mission en toute sécurité passe par une bonne préparation et une conformité réglementaire. Passer outre les formalités administratives est passible de sanctions applicables prévues par le décret relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux dispositions destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils circulant sans personne à bord. L'utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées, bien sûr, pour assurer la sécurité, est passible jusqu'à 1 an de prison et 75 000 € d'amende en vertu des articles du Code des transports. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Pour aller plus loin, des pistes au niveau international. Donc, un petit lien vers la possibilité de report d'incidents auprès de la NASA. Ces comptes rendus sont confidentiels. Ils procèdent d'une action volontaire et aucune sanction n'est prévue en cas de déclaration spontanée d'un accident ou d'un incident, au service, bien sûr, de la sécurité des vols. Merci pour votre attention, en espérant que ce webinaire axé mission préparation des vols est le plus complet possible. Il a d'ailleurs été complété par rapport à la présentation initiale du 9 juillet, suite à 2-3 questions pertinentes, sujet des accidents, incidents, et notamment la précision entre les deux notions d'incident, incident grave et accident. Merci. Merci Francine, merci pour ce webinaire, et effectivement peut-être un peu moins vivant que pendant le webinaire en direct, dans la mesure où effectivement nous n'avons plus les intervenants et les questions. Je vais essayer de me faire fort de vous poser, de poser les questions, de relayer les questions qui ont été posées par les différentes personnes présentes à ce webinaire. De celles que je me rappelle, hein, parce que ma mémoire est un peu défaillante. Il y avait eu notamment une première question qui avait été posée sur l'utilisation d'appareils ou de systèmes embarqués de type TICAS, tel qu'on trouve dans les aéronefs. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de cette intervention, et donc si tu pouvais préciser un peu ce qu'il en avait été conclu, dit du moins à ce moment-là sur le sujet. Alors, très rapidement, j'avais botté en touche parce que le sujet est vaste et je ne l'avais pas préparé. Je n'ai pas l'habitude de partir sans assurance. Non pas que je ne sache pas parler du TICAS, puisque depuis l'âge de 13 ans, j'ai fréquenté le monde aérien. Mais j'ai vu arriver ces TICAS. J'ai moi-même rencontré des difficultés, un incident notable au décollage de l'île de la Réunion avec un TICAS et un évitement. Cependant, c'était un petit peu hors sujet dans ce cadre de préparation des vols. Et nous avons donc proposé de tenir compte de cette question pour construire un webinaire dans les semaines à venir. Alors, rappelons toutefois aussi que bon, tu présentes ce webinaire, mais ta compétence, tu es passé un peu vite sur la première slide, mais tu es quand même commandant de bord, ex-commandant de bord de 777, hein, ce qui est quand même pas rien. Tu as eu une très belle carrière avec de très nombreuses heures de vol. Et donc, effectivement, tu es certainement la mieux placée pour pouvoir parler d'avoir vu arriver ce TICAS et de l'avoir exploité. J'avais, moi, répondu juste à la personne qui avait demandé, dont j'ai perdu le nom, hein, excusez-moi. J'avais juste répondu qu'il existait aujourd'hui des applications qui étaient en cours de développement, de type, par exemple, de la société ASD, qui propose aujourd'hui des solutions pour qu'on puisse effectivement relayer les informations. Il y a aussi l'ADSB qui est en cours de développement sur les drones, mais qui n'est pas encore implémenté sur les aéronefs, surtout les aéronefs en France. Hein, puisque c'était une demande de la directive européenne. Voilà, donc sur ce sujet-là, effectivement, on ne pouvait pas aller plus loin sur la réponse.
Une autre question avait été notamment développée suite à un accident qu'avait eu un télépilote qui était présent à ce webinaire, qui a eu beaucoup d'émotions dans sa déclaration et dans tout ce qui lui est arrivé, puisque bon, cet accident a été suite à un problème technique qu'il a rencontré lors de son vol. Et on avait essayé d'expliquer un peu la notion de déclaration et comment dire, la différence qui existait entre faire une déclaration et être tenu pour responsable de sa déclaration. Donc, notamment en ce qui concerne, alors certains avaient demandé s'il n'y avait pas la possibilité, comme dans certains cas, on le fait en aéronautique, d'avoir l'anonymat de la déclaration. Parce qu'il est vrai que ça n'est pas forcément dans la culture du télépilote lambda de pouvoir éventuellement auto-déclarer les circonstances qui ont généré un accident, de peur de se trouver responsable et mis en cause devant la justice. Donc, je te laisse la parole peut-être pour expliquer un peu plus tout ça. Oui, on ne s'était pas trop étendu sur le sujet. C'est vrai que nous avions laissé passer aussi parler la personne parce qu'effectivement, c'était quelque chose de fort encore pour présent. Et en fait, par rapport à l'accident-incident, c'était l'objet justement de l'insertion des slides dans le diaporama. La confidentialité, évidemment, il existe deux documents utilisés en aéronautique habitée. Un premier document qui s'appelle l'ASR, Air Safety Report, sur lequel effectivement l'équipage a été impliqué ou aurait pu être impliqué dans un événement grave, sérieux, et dans lequel effectivement l'identité du rédacteur et de l'équipage est déclinée. En revanche, il existe un autre document qui s'appelle le REX, compte rendu d'expérience, compte rendu d'événements en exploitation, qui permet en fait d'informer des usagers, des collègues, une compagnie, un constructeur sous couvert d'anonymat. Et notamment au cours du webinaire, je me souviens d'avoir évoqué l'accident de Rio, qui est encore en cours, dont les procédures sont très longues. Et précédant l'accident, il y avait eu effectivement des reports. Il semblerait qu'il y ait eu des reports très, très importants d'équipage qui avaient signalé des problèmes similaires à l'accident, des circonstances de l'accident qui a malheureusement entraîné de nombreux morts. Tout à fait. Voilà. On avait eu aussi une autre question qui était relative à l'enquête du BEA que tu as citée tout à l'heure, de la première enquête drone du BEA, et notamment on avait eu l'occasion de débattre sur la problématique de cet accident, hein, puisque en l'occurrence il s'agissait là d'un accident qui a été en fait dans un premier temps déclaré comme incident grave, et qui est dans le rapport d'ailleurs du BEA décrit comme un incident grave. Malgré que toute l'opération s'était bien déroulée, que tout avait été bien déclaré, la première enquête du BEA relève beaucoup de points à mettre en œuvre. Et effectivement, comme tu l'avais précisé lors du webinaire, c'est aussi malheureusement, hein, on va le dire malheureusement, grâce à ces retours d'expérience, c'est à ces éléments que l'on remonte, que l'on peut effectivement faire évoluer la sécurité des vols et la sécurité des tiers. Hein. Donc, si tu veux éventuellement t'exprimer un peu sur la partie de l'accident vu par le BEA, donc enfin analysé par le BEA. Alors, le premier incident grave a été analysé de façon structurée, à l'identique de ce qui se passe dans l'aéronautique habitée. Et cela m'a donné d'ailleurs des idées, puisque nous-mêmes, chez France Survol, nous avons rencontré 2 crashs récemment, avec un 450, et un incident moins grave dans lequel j'ai été impliquée. Et je propose, après avoir pris contact avec un agent du BEA, de relater ces incidents sous forme de fiches de vidéos pédagogiques. Donc, c'est en cours. Nous ne sommes pas rompus forcément à ces pratiques aéronautiques. Et il est important d'informer la plupart des usagers, des télépilotes, des conséquences et de l'importance de déclarer tous les éléments, toutes
les circonstances, toutes les informations qu'on peut recueillir après un incident au service, bien sûr, de la sécurité des vols. Voilà, tout à fait. Un dernier élément, et je pense qu'on clôturera là-dessus parce qu'après ma mémoire est beaucoup trop défaillante pour me rappeler tout ce qui a pu être dit. On avait parlé aussi d'un autre document au-delà de l'ASR et du REX qui s'appelait l'AirProx, hein, puisque moi-même j'ai eu l'occasion de rédiger un AirProx en drone. Donc je t'en avais soumis l'information et donc tu avais pu réagir sur le sujet. Est-ce que tu veux reprendre éventuellement pour expliquer ce qu'est un AirProx et ce qu'il en est? Alors, pour illustrer l'exemple du TICAS, donc, il y a eu une alerte lors du décollage de l'île de la Réunion, une alerte de proximité d'un autre aéronef. Le TICAS, le Traffic Collision Avoidance System, s'est déclenché. Et donc, ce système invite l'équipage à réagir très rapidement en fonction de la sévérité du rapprochement. Il y a différentes gradations dans l'alarme. Et là, en l'occurrence, il m'était donné d'avoir 5 secondes pour réagir. Et à l'issue donc de l'évitement, de la manœuvre d'évitement que nous avons réalisée avec Rio, nous avons déclaré en fait un AirProx. Un AirProx, c'est un compte-rendu qui précise des données essentielles comme l'heure, le type de rapprochement, les manœuvres d'évitement qui ont été réalisées et le risque effectivement qui a été encouru ou qui a permis en fait de révéler cet accident, puisque nous sommes encore en vie quand on rédige un AirProx. Alors, effectivement, tous ces documents-là, et c'est là où on invite effectivement tous les télépilotes et l'ensemble des exploitants à bien prendre conscience que ces documents-là ont leur importance de manière à effectivement permettre d'évoluer donc, en matière de sécurité des vols et notamment de permettre le développement de l'activité et de la filière drone, hein, puisque plus on sera en sécurité, plus on pourra permettre de faire d'autres types de vols, puisqu'il est envisagé notamment des vols, on peut parler encore de la nouvelle catégorie certifiée qui devrait arriver avec les taxis volants, etc. Mais tout ça, ça ne pourrait être de toute façon mis en place que si jamais on remonte l'ensemble des problématiques que l'on rencontre de manière non pas à mettre en place une réglementation castratrice, mais plutôt de mettre en place des concepts qui vont permettre d'améliorer cette sécurité, hein, tout comme quand le TICAS est arrivé en aéronautique. Au départ, il n'a pas été forcément accepté par tous les pilotes, hein, faut aussi s'en rappeler. Mais par contre, aujourd'hui, il a son utilité, il a évité bon nombre d'accidents. Donc, tous ces documents que l'on remplit, que ce soit des AirProx, des REX, des ASR ou autres, ont effectivement leur utilité. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on avait essayé de voir avec Francine, hein. Donc, Francine, je te remercie pour cet excellent webinaire qui est réenregistré, je le précise. Et donc, je donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera établi toujours en coopération avec la FPDC, l'UNEPAT et la FDAG au 30 juillet prochain, vendredi 30 juillet prochain, toujours à 18 h, où on parlera effectivement cette fois-ci de tout ce qui concerne l'assurance liée à l'activité drone et notamment les différents concepts d'assurance qui ne sont pas forcément maîtrisés non plus par les exploitants et par les télépilotes. Je te remercie, Francine. Si tu as un dernier mot pour la fin? Non. Bonne continuation à tous. Fly safe. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.